Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Contre-courant. Aujourd'hui, Alain Badiou et moi avons un plaisir tout particulier à recevoir Stathis Skouvlakis pour la seconde fois dans l'émission. Professeur de philosophie au King's College de Londres, Stathis Skouvlakis est un ancien membre du comité central de Syriza en Grèce et il est le cofondateur de Unité populaire, formation de la gauche grecque militant pour un retrait de la zone euro et un arrêt immédiat du paiement de la dette. Lorsque nous vous avions reçu il y a 1 an et demi, Stathis, les perspectives d'avenir étaient déjà très sombres pour le gouvernement formé par Syriza. Un bras de fer très dur était engagé avec les institutions européennes, mais vous souhaitiez encore demeurer optimiste. On sait ce qui est advenu depuis, un référendum populaire qui a soulevé d'enthousiasme la gauche entière à travers l'Europe en juillet 2015. Et malgré tout, la capitulation du Premier ministre Alexis Tsipras face aux institutions européennes. L'acceptation surprise d'un 3e mémorandum imposant des conditions encore plus humiliantes et socialement dévastatrices à la Grèce. Stathis Skouvlakis, on entend dire des choses très préoccupantes en ce moment sur la situation grecque. On entend notamment parler de catastrophes sanitaires, d'un système de santé en ruine. Alors on a envie de vous demander ce soir, comme première question évidemment, comment vont les Grecs ? Oui, mal. Mal, bien sûr. On est dans le désastre, hein. On est dans la continuation du désastre et dans son aggravation, avec des seuils qualitatifs qui ont été franchis. Alors, vous avez parlé de la situation sanitaire. J'étais à Lyon, à Vénissieux plus précisément, il y a une quinzaine de jours à peu près. Et à Vénissieux, on convergeait des caravanes de solidarité de divers endroits de France, hein, qui, je dois le signaler, n'ont pas de caractère humanitaire au sens où on entend ce terme couramment. C'est un geste de solidarité politique avec le réseau des dispensaires sociaux en Grèce, qui sont des formes d'auto-organisation, qui ont une implantation locale et militante tout à fait réelle. Et donc, c'est un travail politique qui est mené par des collectifs qui existent dans plusieurs villes de France. Ils ont convergé à Vénissieux et ils sont allés après en Grèce à la fois distribuer du matériel médical, mais aussi et surtout intervenir, prendre connaissance de la situation et puis discuter avec les militants qui se battent dans des conditions très difficiles à partir de cette position spécifique, on va dire, des dispensaires sociaux. Bon, donc tout ça indique bien le fait même que des choses de ce type continuent de se faire, indique l'état de délabrement des fonctions fondamentales qui sont celles d'une société qu'on a l'habitude de dire civilisée, à savoir la santé, l'éducation et ce genre de choses. Mais ce que je voudrais souligner ici, et je crois que ça nous amène tout de suite au cœur du débat, c'est que on assimile souvent ce 3e mémorandum à une dose supplémentaire d'austérité. Bon, ce qui est incontestablement le cas, hein, je veux dire, la réforme des retraites qui a été votée au mois de mai équivaut à une véritable mort sociale des retraités grecs. Hein. C'est la 6e réforme de ce type, d'ailleurs, qui est passée depuis le début des mémorandums. Mais en réalité, le cœur du 3e mémorandum est ailleurs. Et il est très exactement dans un processus qu'Alain Badiou décrit bien dans son livre, quand il dit que ce qui caractérise l'impérialisme actuel, c'est le zonage. Alors, évidemment, le zonage, il y a un dégradé de position de zonage. Alors là, le statut de la Grèce n'est pas celui de ce qu'il désigne au sens strict comme zonage dans des zones où l'État a complètement disparu, comme au Congo, par exemple, etc. Non, la Grèce, c'est une sorte de néoprotectorat, je dirais, qui se fait. Et le cœur du 3e mémorandum, sa véritable originalité est là, en réalité. C'est-à-dire que les leviers essentiels de l'État, qui étaient déjà sous la tutelle partielle de la Troïka, donc du mécanisme qui a été mis en place par les financiers, le deviennent maintenant entièrement et d'une façon qui est institutionnellement verrouillée et stabilisée. Alors, je donne quelques exemples. Le trésor public, c'est-à-dire le mécanisme de collecte de l'impôt, qui est quand même un mécanisme fondamental de l'État, est devenu une agence dite indépendante, alors qui est dirigée par 5 personnes. Toutes doivent avoir le feu vert des créanciers pour être nommées.
Et ce qui signifie les décisions de ce Conseil ont une valeur égale à celle d'un décret ministériel. Donc le gouvernement, quel qu'il soit, n'a plus aucun contrôle sur le mécanisme de collecte de l'impôt. Deuxièmement, un Conseil de stabilité fiscale a été créé de 7 membres. Là encore, tous les 7 membres, leur nomination doit être agréée par les créanciers. Le gouvernement n'est pas libre de les nommer. Et ce Conseil peut décider de coupes budgétaires dites horizontales, c'est-à-dire touchant de façon indiscriminée l'ensemble des budgets de l'État, si les objectifs, qui sont des objectifs fous, qui sont des objectifs absurdes d'excédent budgétaire, s'il y a un soupçon que ces objectifs ne peuvent pas être tenus. Donc, l'État s'est dessaisi aussi du contrôle des dépenses. Alors, si vous ajoutez à cela que le contrôle de l'outil monétaire est de toute façon entre les mains de Francfort depuis la création de la zone euro, donc il n'y a plus les recettes, il n'y a plus les dépenses, il n'y a plus l'outil monétaire, l'Office de la statistique a été placé sous le contrôle, l'équivalent de l'INSEE, on va dire, a été placé sous le contrôle direct de la Troïka. Alors à cela, il faut ajouter que les fonds spéculatifs ont acheté à vil prix, c'est l'un des plus grands scandales, la totalité du système bancaire grec. Je rappelle ici que la nationalisation de ce système bancaire sans indemnisation, parce qu'elle n'était même pas nécessaire en réalité, faisait partie des points du programme initial de Syriza, sur la base duquel il avait gagné les élections de 2015. Et le fait que s'est créé un super fonds de privatisation dont le président est un ancien conseiller de Madame Lagarde, dans lequel tout le patrimoine public du pays a été intégré. Je dis bien tout. Tout, ce qui signifie la totalité des biens fonciers publics, la totalité des biens qui appartiennent à chaque ministère, y compris le moindre tapis ou le moindre ordinateur qui se trouve dans le ministère. Tout cela fait partie du portefeuille de ce fonds qui va l'écouler jusqu'à atteindre le chiffre complètement irréalisable de 50 milliards d'euros. Même des conseillers du FMI, dans des déclarations à la presse économique, disent qu'aucun gouvernement sain d'esprit n'aurait dû accepter ce genre de conditions. Voilà. Donc, pour dire les choses de manière très simple, la Grèce, aujourd'hui, c'est un grand Kosovo. Et ce n'est pas par hasard que j'utilise ce terme. Ce n'est pas du tout quelque chose de méprisant vis-à-vis des amis kosovars. Je connais des gens, j'ai des amis au Kosovo qui essayent de faire des choses dans ce contexte très difficile. Pas du tout. Mais je tiens à rappeler ici une réalité que le zonage, ça existe dans les Balkans. Il faut quand même, on nous parle de l'Union européenne comme un facteur de paix. Je tiens à signaler que c'est l'Union européenne qui a fait la guerre en Yougoslavie et qui a bombardé la Serbie. Et qui installe en réalité des zones de protectorat dans la région, des États tellement faibles qu'ils peuvent être assimilés à des protectorats, parmi lesquels la République de Macédoine, l'Albanie, le Kosovo. Tout cela est un dégradé de situation qui montre bien qu'il y a des mécanismes permanents de mise sous tutelle à caractère incontestablement impérialiste et dont le centre organisateur se trouve dans les institutions de l'Union européenne. Alain Badiou, vous étiez, il y a 1 an et demi, je m'en souviens, beaucoup plus sceptique au sujet de l'expérience Syriza. Dès le début, en fait, vous aviez une grande méfiance, notamment à l'égard du personnage d'Alexis Tsipras. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce soir les raisons de cette méfiance ? Oui, je voudrais les rappeler, mais je ne voudrais pas être dans l'opposition de dire à notre ami Stathis Skouvelakis, vous voyez, j'avais raison, c'est une façon de remplir un espèce de succès de tribune au détriment quand même à la fin des fins du peuple grec. Ce n'est pas une position que je veux adopter. En réalité, mon scepticisme vient probablement je le disais à l'époque, venait de l'expérience française du gouvernement Mitterrand. C'est-à-dire que j'avais expérimenté moi-même comment, avec y compris un programme à certains égards plus radical que celui de Syriza, puisqu'il comportait quand même, lui, une nationalisation effective d'une partie significative du système bancaire, des nationalisations importantes dans le secteur industriel, des réformes de tous ordres. En dépit de ce programme, qui a été réalisé au moins partiellement dans les 2 premières années, il y avait eu très rapidement, en réalité, un alignement sur les directives générales de l'exigence capitaliste européenne, et qu'en effet, le seuil a été
qu'à un moment donné, il aurait fallu choisir de sortir du serpent monétaire européen pour continuer dans la voie qui avait été choisie. Donc, la faible capacité, si je puis dire, de résistance de la gauche, avec tous les guillemets qu'on veut, à ce genre d'injonction, nous l'avions expérimenté. Ce n'était pas simplement une conviction théorique, je tiens à le souligner. Et donc, j'avais une sorte de scepticisme tempéré, et je me réjouissais d'une certaine manière que Stathis Kouvelakis ne la partage pas. Donc, je me disais, peut-être va-t-il se passer des choses significatives et intéressantes, malgré tout, dans ce contexte. Et je dois avouer qu'en particulier plus tard, alors bien plus tard, en dépit du fait que les épisodes de négociation paraissaient extrêmement douteux, il faut le dire, j'ai au moment du référendum eu un élan d'enthousiasme, malgré tout, pour ce qui se passait. J'ai participé, d'une certaine manière, à cette conviction que là, en fin de compte, le partenaire principal de cette affaire, qui était le peuple grec, avait d'une certaine façon redonné la balle au gouvernement, lui avait dit, voilà, nous sommes avec toi, fais ce que tu dois maintenant. Et puis, c'est pas du tout ce qui s'est passé, et ça a été au contraire le signal de la capitulation. À ce propos-là, je voudrais, c'est anecdotique, mais je voudrais que vous le redisiez, le confirmiez, hein. Il me semble, vous allez me dire si j'ai raison, que vous pensez, ou même que vous êtes certain, que Tsipras a organisé en réalité le référendum pour le perdre. Et pour, d'une certaine manière, rendre la population tout entière complice de l'inéluctable capitulation. C'est le point de vue défendu par Yanis Varoufakis, ex-ministre des Finances. Oui. Il affirme ça. Il affirme que Tsipras souhaitait perdre ce référendum. Il y a une part, c'est une question qui m'a beaucoup préoccupé, celle du référendum et des motivations d'Alexis Tsipras. Je ne suis pas capable de donner une explication tout à fait exhaustive de ce geste. Je pense que sans doute ce geste n'était pas clair de toute façon dans les intentions de son acteur principal, savoir d'Alexis Tsipras, et que de toute façon, ce qui est important, c'est qu'il a déclenché un processus qui allait bien au-delà de ses intentions. Et c'est évidemment ça qu'il faut souligner. À partir du moment, c'est-à-dire, il n'y a que deux hypothèses possibles. Soit une hypothèse, on va dire, machiavélienne au sens trivial du terme, c'est-à-dire qu'effectivement, Tsipras a dit, je ne peux pas capituler tout de suite, il faut une sorte de dernière bataille pour l'honneur, et après, pour montrer que j'ai vraiment joué toutes les cartes qui étaient possibles, et puis après, on va capituler, mais la pilule sera plus facile à faire avaler, etc. Bon, on ne peut pas totalement exclure ce genre d'hypothèse. À mon avis, elle n'est pas la plus probable. Je pense que Tsipras, ce qu'il avait en tête, c'était un référendum qui, d'une certaine façon, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il a dit. Il faut le prendre au mot quelque part. C'est-à-dire, il pensait que c'est quelque chose qui tournerait en sa faveur, qui lui donnerait une carte supplémentaire dans ce processus de négociation dont, de toute façon, il n'avait pas envie de sortir. Il n'avait en aucune façon envie de rompre avec ce cadre. Et il pensait que le mandat serait suffisamment flou pour lui permettre de manœuvrer et d'éviter le pire, parce qu'il a cru, sans doute jusqu'au dernier moment, qu'il aurait pu éviter cette humiliation finale. Ce qui montre qu'évidemment, il y avait un manque de réalisme élémentaire aussi de son côté, quel que soit le point de vue dont on se place. Mais il a été dépassé clairement par la dynamique que cette décision a déclenchée. Et là, j'ai été à Athènes pendant cette semaine tout à fait capitale, en fait, hein. Et là, j'ai compris d'ailleurs là, d'une certaine façon, j'ai vécu ce que j'avais parfois lu dans les livres, qu'il y a des moments où chaque heure compte, où le temps politique acquiert une sorte de densité, parce qu'en fait, c'est un nouveau temps politique qui surgit dans la dynamique des événements. Et alors, au cours de cette semaine, il y a eu un point de basculement tout à fait capital, qui était le blocus économique, le blocus total, hein. La Grèce était déjà dans une situation de semi-blocus depuis février, avec les liquidités aux banques qui étaient données au compte-gouttes, mais là, ça s'est arrêté. Donc là, les banques ont fermé. Les banques ont fermé, on ne pouvait retirer que 20 ou 40 euros des distributeurs bancaires, et on savait qu'il n'y avait plus que pour quelques jours, même ce peu de liquidité n'était disponible que pour quelques jours.
Alors là, la situation s'est tendue, évidemment, d'une façon extrêmement spectaculaire. On a une polarisation très très forte, avec le camp du oui, d'ailleurs, qui a pris le devant et qui organisait des manifestations, qui étaient des manifestations de type de celles qu'on voit en Amérique latine. C'était les bonnes classes moyennes athéniennes qui descendaient dans la rue avec l'envie d'en découdre. Nous restons dans l'Europe, mais il y avait déjà une atmosphère un peu golpiste, un peu putschiste, qui se dégageait de ces rassemblements. Et alors, le camp d'en face, justement, il y avait un grand désarroi. Là, on a vu le désarroi, justement, du côté de Tsipras, du groupe qui était autour de lui, et la fracture qui existait déjà dans le parti, dans Syriza, est devenue totale. Parce qu'il est clair que toute une partie de Syriza n'a pas fait campagne pendant le référendum. En réalité, c'est la gauche du parti et les secteurs qui étaient déjà sur la voie de la rupture avec Tsipras qui ont mené la bataille. Mais ce qui était important, c'est le mouvement qui est venu d'en bas. C'est le mouvement qui est venu d'en bas et dont l'expression la plus nette, alors on l'a senti monter dans les conversations des gens, dans le fait que même les queues de retraités sur lesquels justement le parti de l'ordre comptait, les retraités là qui n'allaient pas toucher leur pension, qui n'allaient pas être payés, qui sont des électeurs réguliers, eux ils allaient former le noyau dur. Bien non, ils n'avaient pas l'air particulièrement révoltés. Ils pensaient au contraire de plus en plus qu'il fallait tenir bon justement dans ces conditions et qu'il fallait tenir tête. Et là, le vendredi, donc 3 juillet, il y a eu ce grand rassemblement de la place Syntagma, l'un des plus importants depuis la chute de la dictature des colonels. Et là, ça a été un moment unique pour nous tous qui étions là. Nous avons la sensation très forte de vivre un moment historique, mais un moment aussi politique. Parce que la différence avec le mouvement des places, la place Syntagma a été l'épicentre des mobilisations populaires pendant toute la période. Mais il y avait une différence très importante entre juillet et le printemps 2011 des places. C'est que le mouvement des places était cette sorte de masse qui se rassemblait là. Il y avait quelque chose de fragmenté. Il n'y avait pas de mot d'ordre d'ailleurs unificateur de tout ça. C'était une ambiance assez particulière en réalité. Là, il y avait au contraire une foule qui était unie, qui criait, qui chantait, et qui était unie par une volonté extrêmement, extrêmement claire. Il y avait une atmosphère de combativité et une atmosphère politique qu'on n'avait pas vue depuis des décennies en Grèce. Et j'ai su après quelle a été la réaction d'Alexis Tsipras face à ça. Parce que la résidence du Premier ministre est très proche, en fait, de la place Syntagma. Et Tsipras est allé à pied, en fait. Il a quitté la résidence, il est allé à pied pour rejoindre la place Syntagma. Et dès qu'il a rejoint l'avenue principale qu'il a conduit, la foule qui allait très loin, qui s'étendait vraiment sur des centaines, sur des kilomètres d'ailleurs, s'est rendu compte que c'était Tsipras, et il a été porté derrière lui par une foule en triomphe. En triomphe. Alors, quelle a été sa réaction à ça? Il a blémi, tout simplement. Il a blémi. Et son discours, il avait prévu un discours de 40 minutes, qui allait durer 40 minutes. Et ça, je le sais, parce que la personne qui lui écrivait, d'ailleurs, ces discours, a quitté Syriza après il a rejoint Unité populaire après la signature du mémorandum. Et au lieu de ça, il n'a quasiment rien dit de ce discours. Il a parlé pendant 8 minutes. Et il a improvisé sur les thèmes « Nous aimons l'Europe »,« Nous ne sommes pas comme l'Europe »,« Les Grecs aiment l'Europe », etc. Donc déjà, le décalage entre ce qui venait d'en bas et la réaction de Tsipras était évident. Et puis, il y a les scènes que vous pouvez voir sur YouTube, parce que ce sont, à mon avis, les meilleures d'un documentaire que je trouve très mauvais, par ailleurs, de Paul Mason, et dont la thèse principale est tout à fait fausse, qui s'appelle « This is a coup », qui vise à disculper complètement Tsipras de ses responsabilités. Mais il y a une scène qui vaut son pesant d'or et qui montre les types proches, il n'y a pas Tsipras lui-même, mais il y a les types proches qui sont autour de lui, à l'annonce des résultats. Et ils font une gueule absolument pas possible. Alors, nous, on était dehors, on était à quelques mètres de là, sur la place, en train de danser, en train de chanter, en train d'exprimer... Et là, ils faisaient la gueule. Bon, donc là, on voit effectivement que les choix étaient faits. Et en réalité, le choix fondamental,
le choix originel, pour parler un peu comme Sartre, en tout cas le choix originel de cette situation-là, de cette séquence-là, était fait avant. Mais ça, évidemment, les éléments, on les a vus apparaître. Vous parlez de la question de la sortie de l'euro. C'est la question de la sortie de l'euro. C'est la sortie de la question de l'étude de l'euro. Écoutez, pour dire ce que Alain Badiou a dit avant, je l'avais dit, etc. Mais vous savez, Alain Badiou, plusieurs militants, cadres et même dirigeants de Syriza aussi avaient dit que dès janvier, d'ailleurs je l'avais écrit exactement tel quel, qu'il n'y a que deux voies possibles pour la situation grecque. C'est la confrontation jusqu'au bout ou la capitulation. Il n'y a pas de troisième voie. C'était la spécificité de la situation grecque. Il n'y avait pas de possibilité, si vous voulez, social-démocrate au sens classique du terme. Pas parce qu'il n'y avait pas de volonté subjective de la faire. D'une certaine façon, la volonté subjective de Tsipras, c'était précisément celle-là, d'essayer quelque chose comme une solution de compromis, comme une solution social-démocrate, à un moment où c'était complètement impossible. Et la confrontation jusqu'au bout signifiait bien sûr la confrontation avec l'oligarchie, avec cette classe dominante grecque. Je ne sais même pas s'il faut l'appeler une bourgeoisie, c'est plutôt une sorte d'oligarchie dans un état de corruption absolument et de déliquescence complètement terminale, qui ne peut pas survivre en réalité sans la protection de la Troïka et des créanciers, et bien sûr les institutions européennes. Donc la question de l'euro, de la sortie de l'euro, ne fait sens que dans ce cadre-là, c'est-à-dire dans une confrontation avec une ligne, avec une orientation. Ce n'est pas une sorte de solution magique qui permet de résoudre les problèmes, mais c'était un verrou symbolique extrêmement important, et le seul d'ailleurs qui permettait de faire face au fait que Francfort et Mario Draghi nous avaient déclaré la guerre depuis le 4 février, quelques jours après les élections de janvier. Donc voilà. Mais vous parliez d'absence de social-démocratie en Grèce. Est-ce que l'expérience Syriza, finalement, n'a pas débouché sur la création un peu monstrueuse de ça, à savoir une social-démocratie compromise et faible comme les autres? Est-ce que c'est pas ça, finalement, ce qui est devenu et ce qu'incarne aujourd'hui Alexis Tsipras? Mais qu'est-ce qu'on appelle par social-démocratie? En fait, toute la question est là. C'est que il n'y a plus de social-démocratie à l'heure actuelle. Il y a des partis anciennement sociaux-démocrates, si on veut parler de la social-démocratie historique, qui sont complètement ralliés au néolibéralisme. Il y a ce que Alain Badiou appelle le capitalo-parlementarisme, dont il forme l'un des pôles, de moins en moins distinct du reste d'ailleurs, et qu'un marxiste grec assez perspicace, à mon sens, Nikos Poulantzas, avait appelé dans un livre remarquable un foyer de parti unique. C'était d'ailleurs remarquable parce qu'il avait écrit ce livre au moment où l'Union de la gauche échouait en fait à gagner les élections en France. Mais il voyait déjà les tendances qui se dégageaient dans ce cadre, dans ce qu'il appelait l'étatisme autoritaire par ailleurs. C'est des textes d'une très grande préscience, d'une très grande force analytique. Donc il n'y a plus en ce sens-là de social-démocratie. Syriza est une sorte de monstre politique dans le sens où c'est un parti qui a ses racines dans le mouvement communiste grec, dans ses diverses composantes d'ailleurs. Syriza était une coalition dans laquelle il y avait des maoïstes, il y avait des trotskistes, il y avait des gens qui venaient du communisme classique, il y avait des gens qui venaient des militants des mouvements sociaux, il y avait à peu près tout ce qu'on compte dans la gauche radicale et anticapitaliste, qui maintenant est devenu le bras politique de cette néocolonisation de la Grèce ou de la transformation de la Grèce en néoprotectorat. Et il forme le personnel politique de ça, parce que tout le reste, tout le personnel politique traditionnel est complètement grillé et complètement discrédité, jusqu'à ce qu'il le soit à leur tour, et c'est bien entendu ce qui est en train de se passer maintenant. Oui, mais justement, est-ce qu'on ne peut pas donner le nom de social-démocratie précisément à ce type de formation politique qui, interne au jeu parlementaire général, est une sorte de variable d'ajustement dans les périodes critiques. Après tout, la social-démocratie a une histoire lamentable depuis très longtemps. Elle n'a pas été inventée dans le contexte grec. Moi, je suis né à la politique au moment où le gouvernement qui menait la féroce guerre coloniale en Algérie était social-démocrate. Donc j'ai été formé à l'idée que Aragon résume dans le vers « Feu sur l'ours savant de la social-démocratie ». Et je pense tout de même que le phénomène contemporain significatif que constitue l'aventure de Syriza
et à mon avis que constituera aussi l'aventure de Podemos au même titre, ça n'est pas tant la naissance d'une hypothèse nouvelle dans le champ de la politique libérale dominante, mais c'est la nécessité pour cette politique elle-même de disposer de l'équivalent de la social-démocratie pour que le jeu parlementaire continue à être significatif. En réalité, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et que tout le monde constate comme si c'était une surprise, mais ça n'en est pas vraiment une, c'est que les gouvernements socialistes successifs ajustent simplement dans des conditions un peu nouvelles la politique générale dominante à ces circonstances. Et en un certain sens, on peut dire qu'une vieille social-démocratie est mourante, ça c'est incontestable, que la figure ancienne qui était la sienne est en décomposition un peu partout dans le monde d'ailleurs, mais que ce qui serait inquiétant, ce qui est inquiétant dans l'expérience de Syriza, c'est tout de même que la tentative qui a attiré le plus l'attention générale comme étant justement autre chose que la social-démocratie, se comporte finalement exactement comme elle. C'est-à-dire résout, dans le sens des injonctions capitalistes, des problèmes que, d'une certaine manière, le vieux PASOK ou même la droite étaient incapables de résoudre dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec un minimum tout de même d'appui populaire, fût-il un appui résigné. Voilà. Et donc, moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui en Europe, mais en un certain sens, il y en a des traces, même en Amérique du Nord, c'est la nécessité ou l'exigence pour que le jeu politique continue à être ce qu'il est, c'est-à-dire viable sans produire pour autant l'hypothèse d'une alternative véritable, c'est-à-dire viable dans une différence modérée, si je puis dire, à l'intérieur de lui-même, partout est en train de se créer dans l'élément d'une crise du vieux partenaire de ce jeu, la possibilité de l'émergence d'une nouvelle formation qui aurait, comme les précédentes, au fond, la doctrine de toujours se présenter comme une alternative au pouvoir en place, mais une fois au pouvoir, d'expliquer qu'il est impossible d'être une alternative au pouvoir en place. De sorte que la déception est l'élément subjectif majeur dans lequel travaille cette force politique. Et ça, c'est pas nouveau. La social-démocratie, à mon avis, c'est la grande figure politique spécialiste de la trahison. Voilà. En prenant trahison dans un sens très, très strict, très limité, c'est-à-dire annoncer qu'on va faire quelque chose et s'installer dans une figure où on peut dire, où on trouve les moyens de dire que certes cette chose reste intéressante en elle-même, mais que malheureusement on ne peut pas la faire. Et ça, c'est quand même une figure nécessaire au parlementarisme moderne, parce que faute de cette figure, il devient en réalité il est obligé de présenter une façade de parti unique. Voilà. Quel est le problème du libéralisme contemporain qui est hégémonique en réalité sur tout le personnel politique en Europe? Son problème, c'est de ne pas se présenter comme étant en réalité un parti unique déguisé en multipartisme. Et ça, on sait bien, on voit très bien, chez nous, avec Hollande, ça atteint le comble du fonctionnement de cette structure. On voit bien qu'il y a une crise des vieux partis pour continuer à jouer ce rôle particulier. Et comme on le dit quelquefois, ça s'est dit à Nuit debout, etc., le Parti socialiste français est un parti qui n'a même plus la force de trahir convenablement. C'est-à-dire qu'il est obligé de se prendre les pieds dans sa propre trahison et même de ne même plus annoncer quoi que ce soit qu'il puisse trahir ensuite. Alors que les jeunes pousses social-démocrates, la partie de droite de Syriza, le futur Podemos, etc., et même en partie un certain nombre des appuis de Bernie Sanders aux États-Unis, sont des promesses véritables, c'est-à-dire des nouveautés effectives dans le champ politique, mais nouveautés politiques dont je me demande si l'exemple de Syriza ne nous indique pas dès à présent le funeste destin de s'intégrer en définitive dans le costume, ou de reporter le costume de la trahison professionnelle. Oui, alors, Alain Badiou, vous savez, je suis devenu communiste à l'âge de 15 ans et je n'ai pas je ne parlais pas de vous, dans tout ça. Donc vous n'avez pas à me convaincre du fait que du point de vue d'une politique d'émancipation, ce n'est pas du côté de la social-démocratie qu'il faut regarder. Cependant, il ne faut pas, et je suis d'accord avec vous sur le bilan historique, surtout dans un pays comme la France où la social-démocratie a été complice du colonialisme dans ses pires moments, vraiment dans ses pires versions. Il ne faut pas oublier la phrase de Pierre
Vidal-Naquet qui disait pour quelqu'un de ma génération, le nom de Guy Mollet est aussi haï que celui de Adolf Hitler. Bon, donc c'est quand même, c'est ici, c'est par un Français, c'est par un grand intellectuel français que cet énoncé a été prononcé. Mais alors, il ne faut pas non plus oublier quand même un fait qui, à mon avis, est important, c'est que la social-démocratie a géré pendant plusieurs décennies, dans l'après-guerre, des compromis sociaux qui comportaient des acquis réels pour les classes populaires. Et ce qui fait que d'ailleurs il y a une nostalgie énorme de ce moment, de cette période, et le mythe d'un possible retour à la social-démocratie contre lequel justement il faut nous différencier, il faut nous démarquer, parce que ce n'est pas ça la solution, même si bien sûr il faut défendre les acquis populaires qui méritent de l'être quand ils sont attaqués par l'adversaire de classe. Mais vous savez, en Grèce, on a eu une expérience social-démocrate tardive. On a eu le PASOK qui a gagné en 1980. J'étais jeune militant, justement, à l'époque. Et le bilan du PASOK comporte des aspects qui sont très, très positifs. Il y a eu un vent de démocratisation réel dans la société grecque, qui n'était pas simplement régler les comptes avec le passé. Il y avait ça aussi, bien sûr. Et symboliquement, il y a eu quand même des choses qui font que, par exemple, la Grèce n'est pas l'Espagne. Vous voyez, en Espagne, il y a eu une amnésie, il y a eu un oubli du passé, etc. En Grèce, pas du tout. C'est le récit quand même, ce qui sort moralement, pas politiquement, mais enfin moralement justifié après la chute de la dictature des colonies. C'est quand même le combat qu'a mené la résistance dirigée par le Parti communiste. C'est ça, les vainqueurs moraux, en fait, du grand conflit qui a déchiré la Grèce. Bon, il y a eu ça, mais il y a eu aussi des acquis sociaux tout à fait considérables au niveau de droits syndicaux, au niveau de droits dans les lieux de travail, au niveau de la façon dont l'université grecque a été réorganisée avec une rupture considérable avec le conservatisme ancien. Donc il y a des acquis sociaux tout à fait réels, qui expliquent d'ailleurs la longévité extraordinaire du PASOK, qui expliquent pourquoi une nullité politique comme Georges Papandréou pouvait gagner des élections simplement sur la base du nom. Ça me rappelait les phrases de Marx sur le minable Louis Bonaparte, qui, sur la base de la magie du nom, n'est-ce pas, pouvait avoir cette aura justement alors que c'était ce personnage obscur précisément et d'une certaine façon insignifiant. Donc il y a ça d'un côté. De l'autre côté, pour venir quand même laisser l'histoire et venir à ce qui s'est joué en Grèce, il ne faut pas sous-estimer malgré tout les éléments, disons, de nouveauté de la situation et les éléments de possibilité qui ont existé et qui n'ont pas été tenus. Premièrement, la Grèce est le premier pays d'Europe d'après-guerre dans lequel on a vécu un véritable effondrement dans le cadre du régime parlementaire, de la démocratie parlementaire, un effondrement complet du système politique antérieur. Il n'y a pas d'autre cas dans lequel la crise politique ait atteint une telle acuité. L'Espagne est très en deçà. On voit bien que le système en Espagne a des réserves, a des capacités, justement. Bon, en Grèce, ils se sont littéralement effondrés. Les bases matérielles, on va dire, du consentement, de la façon dont le régime fonctionnait, se sont effondrés. Et donc, ont ouvert la porte à quoi ? Eh bien, ils ont ouvert une possibilité qui a été quand même les grandes mobilisations populaires de 2011-2012, qui elles aussi ont pris c'était un processus quand même. Et la nouveauté, si vous voulez, qui est une nouveauté relative, ce n'est pas une nouveauté absolue, c'est que quand même la possibilité de la situation grecque consistait, si vous voulez, quelque part, et là peut-être que nous avons une différence avec Alain Badiou, à sortir des dualités qu'il pose. C'est-à-dire, soit on est dans la politique parlementaire et électorale, soit on est complètement extérieur à celle-ci. Soit on est dans des mouvements sans perspective stratégique, soit on est dans une vision affirmative qui s'organise autour d'un certain nombre d'axiomes fondamentaux. Eh bien, ce qui était intéressant dans la situation grecque, c'est que ça a permis de mélanger tout ça. Et à mon avis, la politique, c'est pour moi, c'est ça. Et c'est peut-être une différence peut-être spéculative que nous avons. Pour moi, la politique, c'est de l'impur, c'est du mixte, si vous voulez. C'est pas du pur, justement. Il n'y a pas d'extériorité possible, y compris par rapport à l'État, par rapport aux institutions, y compris par rapport aux mécanismes électoraux, mais il ne faut surtout pas s'y réduire et s'y laisser piéger. Or, la valeur de l'expérience Syriza était celle-là, c'est qu'on avait un sujet politique qui sortait d'une expérience militante qui avait des aspects
tout à fait authentique, qui avait des aspects qui étaient en contact, en interaction avec des mouvements sociaux, et qui a, à un certain moment, fait une proposition politique qui permet d'ouvrir une brèche et une possibilité. Donc, moi, je la comparais à un moment où les mobilisations populaires, certes, marquent le pas, notamment parce que la nécessité d'une alternative politique ou électorale et politique, si vous voulez, se fait sentir, mais ne sont pas vaincus. Ça aussi, c'est une différence par rapport, je crois, à la France de 81. C'est que Mitterrand, en 81, il gagne à contre-temps. L'Union de la gauche perd en 78 et se divise, et elle perd en 78 quand encore le mouvement ouvrier, le mouvement social était fort. Entre 78 et 80, il y a quand même un basculement considérable de la conjoncture en France. Vous l'avez bien entendu vécu, et vous pouvez, pas moi, Alain Badiou en témoigner, mais enfin, il y a eu des défaites sur le front social, sur le front des luttes, et un changement de la conjoncture idéologique considérable en France entre 78 et 80. Mitterrand gagne à contre-temps, en fait. Et très vite, de toute façon, Mitterrand montre qu'il ne va pas s'appuyer sur la mobilisation populaire. Dès que les grèves éclatent des ouvriers essentiellement immigrés dans l'automobile, le gouvernement affiche son hostilité. Vous voyez, la dynamique de la situation grecque a quand même permis le référendum. Le fait que le référendum ait eu lieu témoigne du fait qu'une possibilité existe. Parce que l'intérêt finalement d'avoir le gouvernement Syriza, c'était ça. C'était de nous mener jusqu'à une situation où il serait débordé par la dynamique qu'il aurait lui-même créée. C'était là le moment effectivement de vérité de la situation. Mais c'est venu trop tard. Stathis Kouvelakis, ce moment a eu lieu, mais ce moment a passé. La base électorale, Syriza, la plateforme a volé en éclats. Votre formation politique, celle que vous avez créée avec certains économistes ou certaines figures de la gauche sur les bases de cet éclatement, Unité populaire, je rappelle son nom, vous avez présenté des candidats aux dernières élections et vous n'avez pas réussi à entrer au Parlement. Donc la situation actuelle de la gauche radicale en Grèce, la situation post-Syriza, est-ce qu'elle n'est pas plus sombre qu'elle ne l'a jamais été finalement ? Bon, c'est une défaite, bien sûr. Bien sûr, c'est une défaite. Et le discours dominant en grec se conforme totalement à ce qu'Alain Badiou dit de sa phénoménologie des périodes réactives. C'est-à-dire que le discours dominant en Grèce vise à rendre la séquence précédente complètement illisible et absurde. En présentant ses principaux protagonistes et les décisions qu'ils ont prises comme des fous. Il est caractéristique que quelqu'un de très très modéré, mais simplement du simple fait qu'il n'ait pas accepté la capitulation et qu'il ait quitté le gouvernement, comme Yanis Varoufakis, est littéralement diabolisé par les médias. Il est diabolisé par les médias. Les dernières déclarations, d'ailleurs, sur la base d'un imbécile, de ce qu'ils disent que Varoufakis vous a coûté 85 milliards, enfin, parce qu'il est devenu... C'est formidable. C'est incroyable, Enfin, il est surpuissant, ce type. On sait bien qu'il est costaud, qu'il conduit de grosses motos, etc. Mais enfin, de là à être capable à déclencher un tel tsunami financier, il y a quand même peut-être une distance. Mais bon, nous, on est présentés comme des fous furieux, etc., des sortes de gauchistes sortis dont on ne sait trop. Donc c'est l'ensemble de cette séquence qui est présentée comme un moment de pure folie, en réalité, comme un moment irrationnel. Et Tsipras a fait justement ce grand retournement. Mais c'est ça. De ce point de vue-là, il y a en effet, dans le versant trahison, il y a une continuité avec la social-démocratie. Je crois que Perry Anderson, d'ailleurs, l'historien marxiste britannique, a dit que ce qui s'est passé en Grèce peut être comparé à août 14. C'est peut-être un peu exagéré, mais il ne faut pas non plus sous-estimer, à mon avis, l'onde de choc négative que la capitulation de Tsipras a envoyée dans tout le reste de l'Europe. Les puissants, les dominants sont complètement confortés dans leur idée qu'il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'autre choix possible. Vous ferez ce qu'on vous dit, et même les gens qui ont prétendu faire le contraire en sont venus justement à accepter nos termes. Voilà la proposition. Mais il faut analyser les causes de cette défaite. Alors je vais pas faire ça maintenant tout de suite, mais j'en mentionnerai une simplement, c'est que le référendum est venu tout simplement trop tard. Et là, il y a quelque chose de très important quand même qui s'est joué entre janvier et juillet.
Et ce qui s'est passé entre janvier et juillet est bien sûr le fruit de ce qui s'est passé avant et en réalité depuis 2012, parce que les choses ne se passent jamais du jour au lendemain. Les choses se tranchent à des moments, bien entendu, décisifs, mais au moment où elles se tranchent, on voit que des tendances préexistantes se prolongent et puis atteignent à ce moment-là le moment où précisément l'une va l'emporter. Oui. Oui, je voudrais quand même revenir sur deux questions. D'abord, la première, c'est sur le jugement historique concernant la social-démocratie à propos des avancées sociales, etc. Et il faut quand même voir que dans tous les cas, c'est dans des contextes historiques tout à fait particuliers. C'est-à-dire que, par exemple, le premier grand réformateur, à certains égards, a été Roosevelt avec le New Deal, qui a lui aussi créé des modifications très importantes. Mais il l'a été évidemment avec dans le dos la crise de 29 et les effets dévastateurs qui avaient été les siens et la nécessité pour rétablir un consensus minimal dans le pays de faire des concessions importantes. De même, les réformes sociales de l'après-guerre en France, qui sont en effet aujourd'hui l'objet d'une nostalgie considérable, oublient que les conditions de ces réformes il y en avait deux essentielles. On sortait d'une guerre mondiale, et dans cette guerre mondiale, la bourgeoisie française s'était complètement discréditée parce qu'elle avait soutenu Pétain. Elle était donc hors d'état de se reconstituer immédiatement comme force réactionnaire valide. Et deuxièmement, il y avait un puissant parti communiste. Il y avait un puissant parti communiste non systémique qui sortait, lui, au contraire, auréolé de son rôle dans la résistance. Ça, c'est quand même des conditions qui font défaut dans les conditions contemporaines et qui ont toujours été celles dans lesquelles la revendication sociale a été satisfaite dans des conditions semi-consensuelles, en réalité. C'est ça le rôle de variable d'ajustement. C'est-à-dire dans des circonstances telles que, en réalité, le groupe dominant, l'oligarchie dominante, considère qu'en effet, il faut lâcher du lest, que sans ça, on va courir des risques considérables. À l'heure actuelle, elle est au contraire boostée, vous venez de le rappeler, dans la vision que ce n'est pas la peine de faire la moindre concession. Tout ça sur le fond de la mondialisation, parce qu'effectivement, l'argument principal, vous le savez très bien, c'est il faut démolir tout le système social, tout simplement parce qu'il coûte beaucoup trop cher dans la concurrence mondiale. Nous ne pouvons pas faire ce que les autres ne font pas. C'est ça l'argument majeur. Et donc, ce qui est à l'horizon de tout ça, c'est évidemment le salaire mensuel de l'ouvrier chinois. Alors, le salaire mensuel de l'ouvrier chinois, avec lequel nous sommes en concurrence directe, effectivement, il y a un écart encore très important, malgré tout, entre lui et... Donc ça, c'est le réalisme, malgré tout, du libéralisme en tant que figure dominante contemporaine. Et c'est ce réalisme, il faut quand même bien mesurer qu'il ne fléchit que pour des raisons sévèrement conjoncturelles. Enfin, il ne fléchit pas parce qu'un nouveau parti est arrivé au pouvoir, comme nous le voyons. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. Mais la deuxième, c'est que... Alors, elle est plus abstraite. Je veux bien admettre que la politique est impure, mais... comme dirait Samuel Beckett, jusqu'à un certain point seulement. Jusqu'à un certain point seulement, parce que les exemples que vous donnez, et y compris l'exemple grec, c'est tout de même que qui sort vainqueur de ces épisodes de complexité impure, jusqu'à présent, historiquement, c'est quand même toujours ce qui autorise une certaine continuité par rapport à l'ordre dominant. Et de ce point de vue-là, je pense quand même qu'il y a aujourd'hui un manque de séparation. Il y a un manque de séparation. Je ne dis pas que la séparation soit le moment nécessaire de toute période politique. Ce n'est pas une thèse métaphysique et générale. Mais je suis frappé de voir que, malgré tout, la conviction générale que, en définitive, il faut de la victoire électorale, disons-le comme ça, la conviction générale qu'il faut de la victoire électorale n'est actuellement validée par aucun type d'expérience. Elle n'est validée par aucun type d'expérience, au sens où il s'agirait, avec ou grâce à cette victoire électorale, de constituer un minimum de points d'irréversibilité dans la situation. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'appareil électoral, c'est un appareil à réversibilité. On le voit aujourd'hui à une échelle sans précédent en Amérique latine. À un moment donné, à force de donner la parole à tous les autres, comme ils sont en position dominante malgré tout, vous l'avez rappelé dès le début de votre intervention, comme ils sont en position dominante dans la coulisse de tout ça, et ils attendent leur revanche, et en fin de compte, le moment de leur revanche arrive parce que, d'une certaine manière, il n'y a pas eu d'irréversibilité. Et je pense que c'est ça
le grand génie de l'organisation parlementaire de la politique, c'est que dans son principe même, elle exclut l'irréversibilité. Quoi que vous fassiez, vous devez penser que les autres pourront le défaire dans la légitimité que vous avez acceptée du jeu général. Alors, moi, je pense qu'on a appelé pendant longtemps révolution le fait qu'on acceptait une coupure ou une césure irréversible dans la situation. Je pense que c'est un élément plus général. Aujourd'hui, le mélange n'est pas quand même la voie satisfaisante. Je pense qu'il faut plus de séparation, plus de stratégie qui accepte pendant une période aussi longue qu'il le faut d'être considéré comme hors système. Je rappelle d'ailleurs que pendant très longtemps, le Parti communiste en France était hors système. Il votait, etc. Mais il était exclu qu'il soit au pouvoir. C'était la définition de sa présence même. C'était « il ne sera pas au pouvoir ». Et je rappelle aussi que, à mon sens, un des facteurs du succès actuel du Front National, notamment dans les vieilles zones désindustrialisées de la France, etc., c'est qu'il est perçu, à tort ou à raison, comme un parti qui n'est pas dans le système, justement, qui est exclu et proscrit. Moi, je pense qu'il faut obtenir la condition, aujourd'hui, d'une figure de la politique qui soit proscrite par le système général. Voilà. Et que jouer avec ce système, en accepter l'impureté, etc., je pense vraiment que des expériences répétées nous montrent et vont nous montrer qu'en définitive, c'est quand même là ne rien faire d'autre que ce qu'a toujours fait la social-démocratie. Voilà. Alors peut-être venons-en justement maintenant à un mouvement qui n'a pas eu de débouché électoral, qui est français et qui est Nuit debout. Je sais, Stathis Kouvlakis, pour vous y avoir croisé plusieurs fois, que vous avez été un observateur attentif et même un participant de Nuit debout en France. J'aimerais évidemment beaucoup avoir votre regard sur cette expérience politique, d'autant plus que, voilà, après l'échec de Syriza, après l'enlisement de Podemos et le déclin de Nuit debout, on se demande si ce qu'on est en train de vivre, c'est pas une espèce de fin des printemps des peuples européens. Voilà. Donc, je livre tout ça à votre analyse. Je crois que la situation est plus contradictoire. Hein. En sortant en avril pour la première fois du métro République pour aller sur la place, je revenais de Londres le jour même, je me suis dit, il y a un petit air de place Syntagma sur la place de la République, mais en beaucoup plus petit. Hein. Ça n'avait pas du tout l'aspect massif de la place Syntagma. Par contre, ça avait un aspect aussi nettement plus jeune. Hein. C'était un public qui était beaucoup plus spécifique aussi. À la fois du point de vue de l'âge, mais aussi du point de vue social. Hein. C'était le peuple qui était présent au moment de l'occupation des places en Grèce, qui était un phénomène unique par son caractère de masse, hein, très supérieur à celui des indignés espagnols, par exemple. Hein. Selon des études qui ont été faites, à peu près un quart de la population adulte du pays a participé au moins une fois à ces rassemblements. C'est quelque chose de tout à fait considérable. C'est sans doute une première d'ailleurs du point de vue du caractère de masse des mobilisations de ce type. Bon, alors comparé à ça, le mouvement français était plus petit, de Nuit debout, mais il marque quand même un tournant important. Et il est dans la continuité, je crois, du cycle de 2011, avec des caractères nouveaux. Alors, par exemple, parmi les éléments de continuité, je distinguerais ceci, c'est que viennent donc avec cette forme de contestation des modes établis de l'action collective, des secteurs qui sont dépourvus d'une expérience d'action et d'une expérience militante précédente, en l'occurrence essentiellement des jeunes, une partie de la jeunesse étudiante et scolarisée, mais dans un contexte qui implique un conflit social plus large, hein, parce que finalement Nuit debout n'a pu éclore que dans un contexte très précis où la loi travail, dite aussi loi El Khomri, a tendu quand même considérablement ce qui est un antagonisme de classe. Et on a vu des choses intéressantes se passer, c'est-à-dire qu'avec Nuit debout et puis avec la pétition qui lui préexistait, les syndicats qui au début, le mouvement syndical avait des réactions très molles,
et très, très convenus à cette attaque ont été forcés de passer à l'action, justement. Et là, il y a des choses intéressantes qui se sont passées. Il y a un mouvement long, quand même, qui a mobilisé des secteurs différents. C'est un tournant de la situation française. C'est la première fois qu'on a, sous un gouvernement de gauche, un mouvement social de cette ampleur, qui implique des fractions significatives du salariat, du monde ouvrier, parenthèse du secteur privé d'ailleurs essentiellement. On ne le dit pas assez, mais les mouvements sociaux de la période antérieure en France, les retraites c'était un peu à part, mais c'était surtout des mouvements du secteur public. C'est là où il y a d'ailleurs les gros bataillons syndicaux. Là, c'était dans le secteur privé. C'est aussi pourquoi la mobilisation a été plus difficile aussi, plus bon, les militants syndicaux qui ont essayé de faire le maximum le savent. Mais je crois que là, c'est un tournant qui signe sans doute un événement assez significatif, à mon avis, qui est quand même le délitement de ce qui restait de social-démocratie en France. Là, je crois que c'est en train... On vit la fin de ça. Et là, il y a évidemment une ouverture, même si on ne voit pas très bien quelles sont les forces, justement, qui peuvent en bénéficier. Mais si je peux revenir aussi un moment sur ce que Alain Badiou a dit auparavant. Oui, il a mentionné les exemples de l'Amérique latine, mais les exemples, bien sûr qu'il y a, mais je ne suis pas sûr que l'irréversibilité soit due au processus électoral en tant que tel, si vous voulez. Je ne fétichise pas évidemment le processus. Non seulement je ne fétichise pas le processus électoral, mais je pense qu'en restant enfermé dans son cadre, on ne peut pas avancer dans la direction d'un véritable changement profond, d'une rupture. Mais c'est quand même une médiation nécessaire. Je ne vois pas comment il peut en être autrement. Et ce que je vois en Amérique latine, c'est que des mouvements extrêmement importants et parfois ouvertement insurrectionnels ont ouvert la voie à ce type de développement politique. Par exemple, la Bolivie. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si le gouvernement Morales, auquel on peut faire toutes sortes de critiques, ce n'est absolument pas un gouvernement de rupture avec le système capitaliste, il ne le prétend même pas d'ailleurs en réalité. Mais c'est quand même un gouvernement qui a un certain nombre d'acquis, à mon avis pas négligeables, à présenter. Mais il a fallu de véritables insurrections, il a fallu y compris des moments où les ouvriers ont lutté avec de la dynamite, il y a eu des morts, il y a eu du sang qui a coulé quand même pour en venir là. C'est un rapport de force. Moi, je ne crois pas qu'on peut dire que, comme Sartre le disait, que le processus, enfin Sartre en 68, que le processus électoral, c'est simplement de la sérialité, que c'est simplement de l'atomisation. Oui, c'est ça en partie, mais c'est aussi des rapports de force qui se jouent ailleurs, qui viennent à ce moment-là, qui se cristallisent, alors toujours de façon biaisée, bien sûr. C'est un terrain qui est très difficile pour les forces populaires, on le sait. Mais je crois qu'on n'a pas le choix, en réalité, si on veut avancer. Si on veut avancer dans dans la direction d'une politique d'émancipation. On ne peut pas s'abstenir de ça. Et d'ailleurs, les partis communistes, y compris de la période dont vous parlez, si on veut revisiter nos classiques, avaient envisagé ça très tôt, en fait. Je veux dire, dès l'échec de la révolution allemande, l'internationale communiste, encore présidée par Lénine et par les autres, réfléchit sur les raisons de l'échec des mouvements révolutionnaires en Occident. Et qu'est-ce qu'il propose ? Il propose le Front unique et le gouvernement ouvrier, qui est testé, qui échoue d'ailleurs. Il échoue, il est essayé en Allemagne avec le gouvernement de Saxe et de Thuringe après. Bon, ça échoue, mais ça indique quand même une orientation qui montre que, dans ce que Gramsci a appelé l'Occident, on ne peut pas reproduire à l'identique la stratégie qui a été celle d'octobre 17. Il y a une novation stratégique qui était nécessaire. Alors, oui, c'est réversible tant qu'on ne s'est pas attaqué au vrai centre du pouvoir. Et ça, c'est pas les élections qui permettent de trancher ça. Moi, je ne crois absolument pas à ces propos démagogiques sur la dite révolution citoyenne, par exemple, qu'évoque Jean-Luc Mélenchon. Enfin, c'est une plaisanterie. On ne fait pas la révolution à coup d'urne électorale. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est avoir quelques leviers qui permettent, disons, d'intensifier la lutte des classes. Et parfois, l'expérience a été tentée. Elle a donné quelques résultats, elle aboutit à des défaites. La plus significative est celle du Chili, justement. Mais elle permet d'arriver à un moment de vérité, comme l'expérience grecque avec le référendum,
et toute proportion gardée, c'est quand même bien une guerre totale du système à la fois international et domestique, enfin à l'échelle nationale, qui s'est déclenchée contre ce qui se passait en Grèce, contre ce gouvernement-là, dans la mesure où ce gouvernement permettait justement à cette dynamique de se déployer. Mais il a manqué l'articulation nécessaire, il a manqué le kairos. C'est-à-dire le moment du référendum aurait dû survenir plus tôt et aurait dû être préparé politiquement pour permettre justement cette sorte de moment, saisir le moment. Il est venu trop tard, mais son échec, à mon avis, ne nous ramène pas à une sorte de jeu à somme nulle où il ne se serait rien passé. Bien sûr, nous sommes dans une défaite, mais cette expérience qui a été acquise n'est pas une expérience acquise de pure perte. C'est la première grande bataille politique, à mon avis, à ce niveau d'exigence politique qui a été menée dans un pays européen, dans un pays où on est au centre du système, on n'est pas en Amérique latine, on n'est pas dans une arrière-cour un peu éloignée des centres de l'impérialisme mondial, on est au cœur de l'un des principaux piliers du système mondial. C'est pour ça d'ailleurs que la réaction a été d'une telle brutalité et d'une telle violence. Et oui, on a échoué, mais il y a quelque chose à retenir, bien sûr, de cette expérience. Mais peut-être qu'il faut retenir qu'il ne faut pas procéder ainsi, justement. Oui, mais bien sûr, tout à fait. Mais comment? Vous voyez, Alain Badiou, c'est ça le problème. Oui. Qu'est-ce qui a échoué? Qu'il y ait une défaite. Mais qu'est-ce qui a échoué? Vous le savez bien. Pour vous, quand vous parlez de désastre obscur, vous dites non, ce n'est pas le communisme qui a échoué. Ce qui a échoué, c'est une figure déterminée, déliquescente, etc. On peut appeler ça le stalinisme ou ailleurs, etc. C'est pas simplement le stalinisme. La Chine aussi a fait son grand tournant capitaliste et ce n'était pas le stalinisme en Chine. Bon, donc en tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas échoué, mais qui n'est pas le communisme. Bon, mais la plupart des gens ne sont pas d'accord avec vous. Le sens commun aujourd'hui est que c'est le communisme qui a échoué, d'accord? Bon, donc il y a un débat précisément. Bien sûr qu'il y a quelque chose qui a échoué en Grèce. Moi, je propose une grille d'interprétation pour dire que, bon, si on n'est pas décidé à mener effectivement une confrontation jusqu'au bout, et mener une confrontation jusqu'au bout, c'est être conscient du fait que les différends ne se règlent pas sur une table de négociation. Qu'il faut être peut-être à une table de négociation, mais uniquement s'il y a un rapport de force qui se crée dans la société, dans des mouvements de masse, dans des mouvements sociaux, et avec des actions, et avec une ligne et une orientation qui lui correspondent. Voilà. Donc, je ne sais pas si tout ça est d'une nouveauté absolument bouleversante. C'est trop tôt peut-être pour dire si tout ça est d'une grande nouveauté, mais je crois que c'est dans ces directions-là qu'il faut aller. Venons-en peut-être à une des ruptures que propose Unité populaire, votre mouvement, qui est bien sûr la sortie de l'euro et qui est, je pense, un point qui vous divise fortement d'Alain Badiou. Alain Badiou, tout à l'heure, vous évoquiez le ratage mitterrandien et vous disiez qu'il aurait fallu sortir du serpent monétaire. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que, contrairement à ce que propose Stathis Kouvelakis depuis le début de la crise grecque, une sortie de l'euro serait extrêmement dangereuse? Donc, c'est pas tellement que je pense que la sortie de l'euro soit dangereuse, c'est que je pense que le mot d'ordre de sortie de l'euro signifie quoi? Signifie qu'on rejoue la partie politique strictement dans le cadre national. Or, je pense qu'aujourd'hui, c'est exactement tout le contraire qui est requis. C'est-à-dire les questions principales, les questions décisives sont au contraire mondialisées. C'est-à-dire que le capitalisme, à l'heure actuelle, ne laisse plus quoi que ce soit en dehors de sa prévalence. Voilà. Il est en effet l'ordre mondial et il l'incarne en tant que tel. L'oligarchie elle-même est largement une oligarchie mondiale. Si on laisse de côté ses servants gouvernementaux, l'oligarchie en tant que telle est à son aise aussi bien à Shanghai qu'à Paris ou à New York. Et là, je crois vraiment que est infiniment plus vrai que ce n'était le cas du temps de Marx, que la composante obligée, mais pas simplement en titre de fédération qui vient après coup, etc., mais la vision générale de la politique d'émancipation aujourd'hui doit elle-même être à la hauteur du défi que lui lance la mondialisation capitaliste, c'est-à-dire à échelle mondiale. Et de ce point de vue-là, moi je ne pense pas que restreindre la scène de la politique soit une voie positive.
au fond, je ne le pense pas plus que je ne pense que jouer avec le parlementarisme soit praticable aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un peu la même chose, parce que le parlementarisme est aussi, de façon très étriquée, la scène nationale qui est en jeu dans des pays qui, comme la Grèce, bien entendu, mais la France aussi, sont largement provincialisés aujourd'hui, qui sont des puissances secondaires, des puissances qui, au regard des véritables molosses internationaux aujourd'hui, ne sont pas grand-chose. Donc moi, l'Europe... naturellement, analytiquement, qu'elle soit la courroie de transmission absolue de l'oligarchie planétaire en Europe, ça c'est absolument évident, qu'elle ait exercé une véritable dictature impériale sur la Grèce, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et quand vous avez intégré la Grèce, comme le Kosovo, l'Albanie ou d'autres, dans les tentatives de zonage interne à l'Occident lui-même, si je puis dire, je vous suis tout à fait. Mais précisément, est-ce que la récupération d'un certain nombre de données d'autonomie ou d'indépendance nationale est la clé de ces questions? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je ne crois pas que nous aurons plus de possibilités de mener à bien le travail politique nécessaire dans le cadre strictement national. En plus, je crains, dans le contexte actuel, qu'alors on trouve des gens plus aptes et plus compétents pour faire ça dans le cadre consensuellement capitaliste que nous, à savoir quand même les fascismes nationaux qui ressuscitent un peu partout et qui sont présents avec des bases populaires réelles. Eux, pour ce qui est de brandir la rétraction nationale et l'identité nationale, ils seront meilleurs que nous, c'est sûr. Donc je ne pense pas que cette restriction soit réellement la clé de la situation. Après tout, oui, l'Europe est sous la coupe d'une bureaucratie oligarchique, etc., mais n'importe quel pays d'Europe aussi, finalement. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle je suis réticent à la question de la sortie de l'euro. Non pas que j'adore l'euro, que je trouve quelque vertu que ce soit à l'Europe telle qu'elle est, que je trouve une construction boiteuse et à demi morte, de surcroît, sauf son appareillage, subjectivement à demi morte, sauf son appareillage bureaucratique. C'est que, simplement, je ne vois pas l'intérêt. Je voudrais conclure simplement sur ce point-là en disant, quand je dis qu'il faut inventer une nouvelle séparation, je ne crois pas être complètement éloigné de ce que vous dites. Pourquoi je dis inventer une nouvelle figure de séparation? Parce que, d'une certaine manière, le séparer a toujours été une question fondamentale du mouvement révolutionnaire, c'est-à-dire comment est-il possible d'inscrire dans une situation un vouloir qui, précisément, entend rompre avec cette situation? C'est ça le paradoxe. Alors, les figures de la rupture sont toujours des figures subjectives aussi. Comment rompre subjectivement avec la situation dans laquelle on est enfermé? Et je crois qu'aujourd'hui, c'est pas toujours, c'est pas avant, etc. Je pense qu'aujourd'hui, dans nos pays, la rupture avec la situation, c'est de construire une force politique qui soit indifférente au parlementarisme, absolument. C'est-à-dire pour laquelle, justement, il ne soit pas nécessaire de faire ce que vous pensez qu'il est nécessaire qu'elle fasse, à savoir jouer ce jeu, conquérir des positions, participer à des gouvernements, conquérir des municipalités, présenter un tel ou un tel, etc. Je pense qu'il faut en finir avec ce jeu aujourd'hui, parce que je pense qu'il est le facteur essentiel de la corruption politique telle que l'organise l'oligarchie aujourd'hui. Et que je ne vois pas dans aucune expérience contraire un bilan positif. Alors évidemment, on peut dire, si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Absolument. Mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaie de reconstruire une organisation populaire légitime et qui soit massive, sans avoir à s'inscrire immédiatement dans le jeu qui lui est proposé par la figure actuelle de l'État. Parce que l'État, aujourd'hui, ce n'est pas un espace de nouveauté et d'indépendance. L'État, c'est... Marx disait, finalement, qu'est-ce que sont les gouvernements? Ils sont des fondés de pouvoir du capital. Mais il ne savait pas à quel point ça pouvait devenir vrai, à quel point ça pouvait devenir évident, patent. Le génie de Marx, c'est d'avoir dit ça alors que c'était bien loin d'être clairement visible qu'ils étaient des fondés de pouvoir du capital. Aujourd'hui, quels qu'ils soient, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur tendance, ils sont ouvertement et sans honte, si je puis dire, des fondés de pouvoir du capital. Ils n'ont même pas essayé de faire croire qu'ils sont autre chose. Et quand ils essaient de le faire croire, c'est la vieille social-démocratie qui démontre immédiatement qu'elle n'est pas autre chose que cela précisément.
Voilà, alors je sais que c'est une quête difficile, mais c'est une quête que le mouvement révolutionnaire a toujours cherché. Avec quoi faut-il rompre? Avec quoi faut-il rompre? Et qu'est-ce qui fait que cette rupture signale à tout le monde un horizon d'irréversibilité dans le sens de l'émancipation? C'est un problème ouvert, mais ma conviction négative, je reconnais, purement négative, c'est que je ne pense pas que ce soit compatible, cette recherche, avec la perpétuation indéfinie du jeu électoral, avec, on sait bien, son extrême gauche archi-minoritaire, mais qui se présente désespérément depuis on a l'impression que c'est des siècles, tellement c'est répétitif et sans intérêt. Je ne pense pas qu'on puisse continuer comme ça. Voilà. Et je le dis comme quelqu'un qui, dans sa jeunesse même, s'est présenté aux élections. Je voudrais peut-être d'abord vous permettre de répondre sur la question de l'euro, puisqu'évidemment pour vous, le souverainisme monétaire n'est pas incompatible avec une perspective internationaliste. Et en lisant le programme d'unité populaire, on voit qu'une sortie de l'euro s'accompagne, je cite le programme, d'un combat internationaliste unitaire autour d'objectifs communs à l'échelle européenne et internationale. Donc comment s'articulent chez vous ces deux exigences ? Oui. Prenons d'abord la question de l'euro. Il y a plusieurs manières de répondre à ça. La première, c'est de dire, et ça me semble quand même un point fondamental, c'est assimiler toute proposition de sortie de l'euro à un repli national, c'est précisément le discours dominant. Et c'est sur la base de ce discours dominant qu'on a fait passer la pilule des divers plans d'austérité, de la thérapie de choc à laquelle la Grèce est soumise depuis le début de la crise. C'est en agitant le spectre, justement, d'une sortie de l'euro qui est synonyme d'apocalypse, de retour à l'âge de pierre. La dernière métaphore utilisée par Alexis Tsipras, c'était de catastrophe nucléaire. Et son ministre de l'économie, l'actuel ministre de l'économie qui succédait à ce moment-là à Varoufakis pendant les négociations, avait dit, en répondant à une question qui lui était posée par un journaliste britannique, Paul Mason, qu'est-ce qui se passerait si la Grèce sort de l'euro? Il a tout de suite parlé de Weimar, la fin des années 30, pourquoi pas Auschwitz pendant qu'on y est, je veux dire. Oui, non, mais il faut aller jusqu'au bout d'un raisonnement, je veux dire. Si, effectivement, comme disait Tsakalotos au mois de mai, alors que l'ultimatum, justement, des Européens avait été déposé, sortir de l'euro, c'est le repli national, c'est la montée des nationalismes, c'est Weimar, c'est le nazisme qui est à nos portes. Dans ce cas, il faut pousser le raisonnement jusqu'au bout. Et évidemment, son absurdité est démontrée. Non. La question de l'euro, et d'une façon générale, la question de l'Union européenne, à mon avis, est une question stratégique. Et c'est la question qui peut faire trébucher, à l'heure actuelle, toute proposition de transformation en Europe. C'est-à-dire il faut bien comprendre, à mon sens, que s'il n'y a pas une proposition de rupture et de confrontation, et là frontale, avec ces institutions et avec ces mécanismes, qui sont des lieux extraordinaire de concentration du pouvoir. Et le cas de la Grèce, de l'expérience grecque, le montre aussi. Alors ce terrain sera occupé par justement les fascismes et les forces réactionnaires. Et le Brexit le montre. Le Brexit montre qu'il est tout à fait possible justement à des forces réactionnaires d'hégémoniser un processus de rupture qui est en cours. Car les classes populaires de l'Europe entière se détachent à très grande vitesse justement de leur adhésion faible, qui était plus une forme d'acceptation passive en réalité. Le projet européen a toujours été un projet d'élite. Mais alors, quand vous vous placez dans une perspective de rupture, et là je peux mentionner que le débat qui avait lieu à l'intérieur de Syriza, et l'aile gauche de Syriza, n'isolait jamais la question de l'Europe d'autres propositions avec lesquelles elle faisait corps, au premier rang desquelles se trouvait le refus de continuer à payer la dette pour en exiger l'annulation. Or, on sait très bien que si la Grèce se trouvait en cessation de paiement, ce qui était l'initiative, son contrôle de l'outil monétaire, ce n'est pas tenable. Il est tout à fait impensable de dire que Draghi n'aurait pas fait ce qu'il a fait en juillet, en réalité, c'est-à-dire couper complètement les liquidités, qu'il avait déjà fait aux 3/4 dès février, si la Grèce avançait dans ce sens, du non-paiement de la dette, a fortiori de la nationalisation du système bancaire,
et du contrôle des capitaux qui accompagnait. Alors, c'est l'un des paradoxes, effectivement, de la situation, mais aujourd'hui, mais ce n'est pas la première fois que ça se pose. Je veux dire, un projet anticapitaliste, un projet de rupture, est un projet qui se manifeste, enfin, qui ouvre une brèche, au début, à un niveau, quelque part, à un niveau national, dans une formation sociale qui est aussi une formation nationale, en l'occurrence la Grèce, le maillon faible de cette crise. Et à partir de là, il n'y a que deux possibilités. Soit on pense qu'en face de nous, on a quelque chose qui permet une action de l'intérieur qui n'annule pas complètement notre action. C'était, disons, l'hypothèse de ce que j'appelle l'européisme de gauche, qui était, on va dire, partagé par une bonne part des gens de bonne foi. Là, je ne parle pas des gens qui préparaient de longue date la capitulation, mais je parle des gens de bonne foi qui pensaient que, justement, en engageant un bras de fer et dans un rapport de force, on allait pouvoir... Yanis Varoufakis incarne aujourd'hui. Par exemple, Yanis Varoufakis, qui n'a pas bougé sur ce point et qui, à mon avis, n'a pas tiré les leçons de ce qui s'est passé. Bon, eh bien, là, je veux dire, le verdict de la situation grecque est total. Il ne vous laisse pas le choix, tout simplement. Soit c'est une mesure d'autodéfense tout à fait élémentaire. Enfin, en juillet, ou quand ils ont coupé complètement les liquidités qui étaient déjà aux 3/4, il fallait donner quelque chose, il fallait pouvoir donner quelque chose, il fallait pouvoir payer ces fameux retraités sur lesquels on comptait pour faire passer le oui. Il fallait que la machine fonctionne. Il y avait des solutions alternatives tout à fait possibles. J'ai été impliqué d'ailleurs dans les efforts désespérés, rocambolesques. Il faudrait que j'écrive quelque chose justement, qui au dernier moment on essayait justement de faire quelque chose pour que matériellement on n'en arrive pas le 6 juillet, le jour d'après du référendum, à être complètement nu en réalité face au chantage qui était exercé. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pour que ces mesures soient effectives, elles auraient dû être prises en réalité 2 mois auparavant. Et Tsipras les avait rendues de facto tout à fait impossibles, tout en roulant dans la farine justement les gens qui pensaient qu'elle devait être prise. Donc c'est une mesure d'autodéfense élémentaire, et c'est quand même une mesure, enfin l'euro n'est pas un projet neutre. L'euro est un projet de classe, l'euro est un projet impérial, l'euro est un projet dans lequel les classes capitalistes européennes se sont mises d'accord pour avoir une monnaie forte qui va faire contrepoids au dollar, qui va permettre l'expansion de leurs capitaux sur la scène de la mondialisation et qui va mettre en concurrence ce qu'on appelle les coûts du travail dans l'espace intérieur. Enfin, l'euro n'est pas une monnaie neutre. L'euro crée des disparités, crée des polarisations de classe et des polarisations spatiales. L'euro a joué un rôle extrêmement important dans le fait que ce sont les pays de la périphérie qui se sont trouvés surendettés. Bon, la démonstration a été faite plusieurs fois, au début par des économistes critiques, et maintenant, même les autres se sont ralliés à cette analyse. On voit bien que l'euro n'est pas du tout un mécanisme de convergence, mais au contraire un mécanisme de polarisation. Donc, il y a des raisons à la fois de conjoncture et des raisons plus profondes qui doivent nous orienter vers la rupture, sauf à supposer que la rupture va se manifester au même moment dans plusieurs pays. Ah oui, ça serait mon vœu le plus sincère, mais moi j'inverse la question. Moi, je ne peux pas dire, on ne peut pas dire aux Grecs, restez tranquilles le temps que le mouvement social ou le mouvement populaire en France, en Allemagne, etc., se réveille et change justement la donne au niveau européen. Et effectivement, si l'un de ces grands pays s'y met, il est sans doute possible de faire basculer Bruxelles ou Francfort, etc. C'est l'inverse en réalité qui est vrai. Une brèche s'est ouverte en Grèce, il aurait fallu avancer en Grèce, prendre les mesures d'autodéfense élémentaires qui s'imposaient, parmi lesquelles se trouvait la sortie de l'euro et évidemment la cessation immédiate du paiement de la dette, et donner un coup de fouet, à mon avis, énorme précisément aux forces qui, dans les autres pays européens, avaient envie de se battre. Donc là, c'est une question, à mon avis, qui est profondément internationaliste. Il n'y a aucun internationalisme dans la volonté de rester à tout prix dans l'euro, a fortiori de croire que l'Union européenne est réformable, bien entendu, de l'intérieur, ce qui est une pure absurdité. Et un dernier élément que je lance ici, mais sur lequel il nous faudra, je pense, revenir avant la fin de ces discussions. Alain Badiou dit quelque chose de très important dans son texte, à la fin, quand il parle du désir d'Occident. Et la manière dont il décrit justement le désir d'Occident comme ces sortes de convergence entre l'horizon capitaliste et l'horizon de la modernité, qui exclut évidemment l'idée d'une sorte de modernité alternative, communiste, ou en tout cas qui n'est pas celle du capitalisme. Eh bien,
surtout dans les pays de la périphérie européenne, c'est le projet dit d'intégration européenne qui est le vecteur stratégique de ce désir d'Occident. À la fois subjectivement, parce qu'il faut bien voir que les sociétés grecques, comme les sociétés espagnoles et portugaises d'ailleurs, au sortir de la dictature, des dictatures, ont vu précisément dans ces projets d'intégration européenne quelque chose qui leur permettait d'avancer, pas simplement dans la voie d'une prospérité matérielle, de rattraper, mais dans la voie d'une réelle modernité, à la fois culturelle, démocratique, etc. Donc c'est le choix. C'est un choix stratégique qui a été fait par les groupes dominants à ce moment-là et qui a réussi à avoir un consentement populaire tout à fait important. Et c'est quelque chose qui empêche de penser les alternatives. C'est-à-dire il y a une vision alternative, par exemple, de la place de la Grèce dans le monde. Car la Grèce, d'un certain point de vue, la Grèce, bien sûr, fait partie de l'Europe. Son histoire est indissociable de celle de l'Europe. Mais la Grèce n'est pas un pays occidental. La Grèce n'est pas un pays occidental, on l'a vu. D'ailleurs, elle n'est pas regardée comme un pays occidental. Elle a fait longtemps partie de l'ère de l'Empire ottoman, elle fait partie de ce qu'on appelle l'Est de l'Europe, et elle a des liens avec l'Orient. Il suffit d'écouter 5 minutes de musique grecque pour comprendre que ces gens-là, ils ont quand même des racines qui ne sont pas du côté de Paris ou de Berlin, mais qui sont du côté du Moyen-Orient et de tout cet espace. Et tout ça a été refoulé, en fait, avec ce processus d'intégration européenne. Et tout ça est revenu, je crois, au moment des mobilisations populaires. C'est-à-dire ce qui m'a frappé pendant les grands mouvements de la place Syntagma, pendant l'occupation des places, c'était les références à l'Égypte, à Tahrir, mais perçu comme un élément de subjectivation immédiate. Les gens s'étaient complètement identifiés. Ils font un Tahrir ici, c'est quelque chose qui nous inspire d'une façon directe. On communique directement avec ce qui se passe en Tunisie ou en Égypte. Alors le sort, évidemment, tout à fait négatif qu'ont eu ces expériences n'enlève rien, évidemment, à la valeur des soulèvements populaires et à ceux qu'ils ont pu apporter à ce moment-là. Et ils permettent, à mon avis, de réouvrir justement la question à la fois de l'Europe, à la fois de la position d'un pays comme la Grèce, qui est à cheval sur plusieurs appartenances, qui est à cheval sur plusieurs identités, mais il y a une condition pour tout cela. La rupture, pas simplement avec le mécanisme monétaire de l'Europe, mais la rupture avec l'Union européenne et ses symboles forts. Et ce qu'elle rend impossible et ce qu'elle rend impensable par son existence même et sa perpétuation même. Non, je voulais simplement dire que je ne suis pas du tout un fanatique de l'Europe, comprenez-moi bien. On n'est pas Étienne Balibar, je sais. Absolument pas. Oui, voilà. Je ne considère pas du tout que ce soit une construction viable, et ce que vous dites, à savoir qu'elle est une partie prenante de l'organisation ici du désir d'Occident, me paraît une analyse incontestable. Non, ce que je voulais simplement dire, c'est que, en fin de compte, le problème d'une rupture, quelle qu'elle soit, c'est évidemment le problème de ce qui est affirmé dans la rupture. C'est-à-dire, si on rompt avec le désir d'Occident, de quel désir s'agit-il ? Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de scène nationale pour un désir affirmatif véritable, pour un désir affirmatif qui soit en vérité à la mesure de ce qu'est le monde contemporain. C'est plutôt ça que je voulais dire. Et donc, qu'il faille défaire les rêveries européennes, pour autant qu'elles existent, en tant que leur seul réel, c'est le désir d'Occident, effectivement le désir de modernité. Je suis tout à fait d'accord, mais ça ne se fera que si une proposition autre est faite. Et cette proposition peut-elle se faire à échelle du cadre national en tant que tel ? Je n'en suis pas sûr, voilà, je n'en suis pas sûr, aujourd'hui. Et un autre point que je voulais souligner, c'est que, en réalité, quand même, en un certain sens, la description que vous faites de cet élan extraordinaire, fascinant, qui a eu lieu en Grèce, en effet. Il y a une singularité de la Grèce, je la reconnais absolument. La singularité du mouvement de masse grec, de l'émergence de Syriza lui-même, qui est une singularité aussi politique. Mais on ne peut pas quand même abstraire le fait que ça a échoué. Voilà, ça a échoué. Et en un certain sens, ça porte jugement sur ce qui a été fait quand même. Et à quel moment cette nécessité, ou en tout cas cette orientation vers l'échec et la capitulation,
s'est-il produit et pour quelles raisons exactes, compte tenu du fait qu'en effet, toutes les positivités que vous décrivez étaient là. Et ça, c'est quand même le phénomène subjectif, sous-estimé, je pense, et dont on avait discuté en effet la dernière fois, c'est quand même le phénomène subjectif de corruption par le pouvoir. Qu'on le veuille ou non, c'est quand même ça. Les personnages de la droite de Syriza ont été transformés dans ce qu'ils disaient, dans ce qu'ils pensaient, malgré eux même, semble-t-il, pour part, ont été transformés par rapport à ce qu'ils étaient. Et ça, c'est aussi un phénomène très typique de la social-démocratie. Moi, je l'ai fréquenté pendant longtemps. Mon père en était un notable et moi, j'en ai été un militant. Et ce qu'on apprend là, c'est comment l'échéance du pouvoir et la saisie du pouvoir transforment réellement les gens, y compris dans leurs convictions. De ce point de vue-là, ce ne sont pas des gens qui n'ont fait que raconter des sornettes auxquelles ils ne croyaient pas et qui ensuite font le contraire. Ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une puissance corruptrice du pouvoir, de la pratique de l'État, qui fait qu'en réalité, l'État prescrit que vous êtes un fondé de pouvoir du capital. Il n'est pas simplement le fait d'une saisie du pouvoir. Vous avez dit au début que être élu, c'est pas avoir le pouvoir. Ça, c'est bien vrai. C'est bien vrai, mais il faut le prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, dans ce cas, être élu sans des garanties de mouvement de masse, d'organisation, voire même de dispositifs militaires dans certains cas, sans avoir la conviction qu'on va l'avoir, le pouvoir. Parce que si vous l'avez, mais qu'en réalité vous ne l'avez pas, c'est enregistré quand même historiquement comme un échec. Comme un échec, y compris de la volonté politique elle-même. Et c'est pour ça que je pense que, je reviens à ma question, il faut accepter une forme de séparation qui n'expose pas prématurément les figures organisées du mouvement à cette corruption par le pouvoir, dont nous avons d'innombrables exemples. En réalité, ça a commencé avec la social-démocratie allemande, qui finalement a fait les besognes les plus basses de l'histoire allemande, et ça a continué. Ça a continué jusqu'à Tsipras et quelques autres. Et je vois bien que vous vous êtes retiré de ça, et vous, évidemment, vous définissez une autre orientation, une autre voie, mais je pense qu'il faut quand même toujours que le bilan des défaites soit fait minutieusement. Et pour ce qui concerne notre temps, notre époque, c'est le bilan des défaites en Grèce est fondamental, ça je partage tout à fait avec vous cette idée, mais pas seulement. Pas seulement. Par exemple, le mouvement... L'échec du mouvement des places en Égypte est spectaculaire aussi et demande à être interrogé. Et demain, on fera aussi, on verra en fait ce qui s'est passé à Nuit debout et dans quelle mesure ça peut être qualifié d'un processus politique effectif. Et donc je conclue là-dessus. Il me semble que la question de la Grèce, je partage avec vous l'idée que c'est une séquence politique tout à fait capitale de l'histoire européenne et tout à fait singulière. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Je ne suis pas en train de la mépriser. Mais je pense en même temps que la leçon, une des leçons fondamentales qu'elle nous donne, c'est que les personnages même qui l'animent, il ne faut pas les injecter dans la logique du pouvoir sans qu'on ait des certitudes quant au type de mouvement de masse, d'agitation populaire, de phénomènes de classe dont ils peuvent se réclamer véritablement. Sinon, ce qu'on produit, c'est quand même une figure supplémentaire du découragement. Un dernier mot, peut-être, Stathis Skvoulakis. Oui, Alain Badiou parle de séparation, puisqu'il faut opposer d'une certaine façon un terme à un autre, quitte à simplifier les positions. Moi, mon terme préféré, c'est scission. Scission, c'est un terme de Sorel qui parlait d'esprit de scission et qui a été repris par Gramsci, qui en a d'ailleurs infléchi le sens, parce que l'esprit de scission tel que Gramsci l'a reformulé aboutit à une proposition qui continue à m'inspirer dans ma réflexion et dans mon action, qui est celle d'une guerre de position. Et le désaccord que je peux avoir avec Alain Badiou, et que évidemment, et j'en étais certain, c'est-à-dire j'étais certain qu'après la défaite en Grèce, on assisterait à un certain nombre de conclusions qui seraient que voilà, ce qui a échoué, dit Alain Badiou, c'est le parlementarisme, et pour d'autres, ce qui échoue, c'est tout simplement la politique. Et donc, il faut être résolument ailleurs, il faut aller vers la séparation, mais la séparation totale.
il faut aller vers les ZAD, il faut aller vers des... Oui, je ne dis pas que c'est vous, mais je crois que c'est des choses qu'on a vues aussi par le passé, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une grande défaite politique, il y a une tentation politique qui est très forte, hein, qui est ambivalente d'ailleurs, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses d'ailleurs qui sont très saines, je crois, dans ces subjectivités qui s'expriment dans ce cadre-là. Vous aviez eu, je crois, dans un débat précédent, une rencontre avec Christine Ross, dont le livre tout à fait fascinant sur la Commune de Paris, met l'accent précisément là-dessus, justement, sur ces figures antipolitiques, en quelque sorte, qui naissent dans le sillage de la défaite de la Commune. Mais il y a une inventivité aussi de ce côté-là que je ne nie pas. Simplement, j'essaye de la ramener, si vous voulez, de la retraduire un peu dialectiquement vers quelque chose qui me semble être la seule voie pour ne pas être réduit à l'impuissance. Parce que je pense que c'est très joli de dire qu'on ne va pas s'occuper de l'État, mais, comme disait le vieux slogan, l'État continue à s'occuper de nous. Et donc, on ne peut pas... Il n'y a pas, si vous voulez, moi, ce que je crois discerner dans votre proposition, c'est malgré tout quelque chose qui est une sorte de recherche de garantie à l'avance. Alors, il n'y a pas de garantie à l'avance. Hein, et je suis conscient que l'orientation que je soutiens, que je défends, est une orientation qui comporte de très gros risques, qui sont précisément ceux-là. Et il n'y a pas de moyen d'avance de se prémunir de ça. Oui, c'est vrai, quand on entre dans une stratégie de guerre de position qui essaye d'articuler à la fois des victoires électorales et des mouvements de masse, qui essaye d'articuler une action qui se passe en dehors des cadres parlementaires, qui prend la lutte de classe au quotidien, à la fois dans l'espace de la production et en dehors de l'espace de la production, dans les lieux de vie, dans les quartiers, et tout ça, mais qui ne nie pas non plus la nécessité de ce long processus de conquête de positions institutionnelles qui sont partout d'ailleurs, hein, qui sont partout. Il n'y a pas de moyen d'échapper à l'État. Ça, Althusser l'avait bien vu d'ailleurs, hein, comme Gramsci du reste. Hein. Simplement, quand il a constaté, il en a été quasiment désespéré justement. Et il a commencé. Donc, moi, je crois qu'il faut inverser justement ce désespoir dans une attitude qui consiste à assumer le risque. Mais à voir aussi, et là je vous rejoins tout à fait Alain Badiou, effectivement ce que j'ai vu, parce que j'ai été dans les instances de direction de Syriza, précisément au lendemain du moment, enfin quelques mois après, le moment où Syriza est apparu comme un candidat réel au pouvoir d'État. Et là, j'ai vécu la transformation interne du parti, qui d'ailleurs, à mon avis, est le point décisif, d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire ce que Tsipras a fait, mais il n'a pas réussi à le faire totalement. Hein, il n'a pas réussi à briser complètement Syriza. C'est pour ça que Syriza, en réalité, s'est dissous. Ce qui maintenant, le nom reste le même, mais Syriza, à l'heure actuelle, est une coquille vide. C'est un parti qui ne représente que des employés d'État, la substance militante du parti, qui ne nous a pas nécessairement rejoints, en partie seulement, mais l'a quitté très vite après la capitulation, voire tout de suite après. Donc oui, j'ai vu effectivement ce que vous dites, j'ai vu la transformation subjective de camarades qui n'étaient pas tous des corrompus, mais qui sont entrés dans cette sorte d'onde magnétique négative et qui sont devenus autres, hein, qui sont devenus méconnaissables dans un temps record. Tout s'est passé très vite en Grèce, c'est pour ça que le temps était très négatif. On a mené un combat contre ça qui était, je crois, un combat juste dans ses grandes orientations, mais faux aussi car ineffectif. Et là, il faut penser effectivement aux conclusions qu'on peut tirer sur la forme parti, sur la forme d'organisation, sur la forme de l'auto-organisation populaire et sur les liens qu'il y a à faire. Hein. Et là, peut-être qu'il faut continuer la discussion, c'est-à-dire que ces grandes mobilisations derrière elles laisse peu de choses finalement en termes de structure d'organisation. Hein. Et là, c'est quelque chose, c'est un véritable chantier qui doit s'ouvrir. On a des matériaux, je crois, pour avancer dans cette orientation, mais il y a quelque chose qui reste. Et ce qui reste, et vous avez raison, ce qui reste, c'est le non. Premièrement, c'est le non. Hein, ce qui montre que le non, la négation, a quand même une très grande force. Hein. Déjà, premièrement, c'est pas un hasard quand même, hein, c'est pas une coïncidence si le moment de vérité, c'était le moment du non. Et deuxièmement, pour avoir ce référendum, eh bien, il fallait l'avoir quand même, ce putain de pouvoir gouvernemental. Hein. Sinon, on n'aurait pas pu aller là. Alors après, évidemment, ça a foiré. Mais le fait qu'on ait pu atteindre justement ce moment de vérité est une conquête importante. Et en tout cas, c'est quelque chose
choses auxquelles moi j'entends rester subjectivement fidèle, si vous permettez cette Je vous le permets, cette reprise. absolument. Merci beaucoup, Satis Kouvlakis, pour cette discussion une fois encore très dense. À bientôt, Alain Badiou, pour une nouvelle édition de Contre-courant. Up.